Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'actualité de votre district. Au sommaire, la vision de Gilles Davoine pour la ville de Gland, entretien dans quelques instants avec le municipal en charge des finances et des sports, et le plus grand data center de Suisse qui nous ouvre ses portes à Gland, visite des lieux dans ce journal. Et enfin, nous irons à la découverte de la voile pour les personnes en situation de handicap. Les troisièmes voiles ouvertes sont proposées dès aujourd'hui et jusqu'à samedi. Un impressionnant incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans le quartier de la Cité Ouest à Gland. L'immeuble a été évacué. 3 personnes ont été incommodées par la fumée. Elles ont été transportées à l'hôpital. Rodolphe Henner. Thierry Genoux, vous êtes un habitant de ce bâtiment. Vous avez reçu l'alerte à quelle heure ? Alors c'est vrai qu'à 8h20, j'ai appris qu'il y avait le feu et puis que les pompiers ont été avisés à cette époque-là, à cette heure-là. Et manifestement, j'étais déjà au travail, donc j'étais plus sur le site. Mais c'est vrai que les secours sont venus extrêmement vite et on peut vraiment leur tirer un gros coup de chapeau d'être venus aussi rapidement et vraiment le professionnalisme dans l'intervention, et on le voit maintenant pour le traitement des relogements, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi j'étais plus sur le site au moment de l'incendie. De ce que vous savez, de ce qu'on vous a dit, l'évacuation s'est faite relativement calmement. Alors c'est vrai que la personne qui avait averti les pompiers a essayé de crier dans l'escalier pour faire sortir les gens, puis elle me l'a informé que manifestement les gens ne voulaient pas sortir parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais c'est vrai qu'après, les personnes se sont évacuées facilement, et il y a eu un gros travail des sapeurs-pompiers et de la protection civile qui est venue en appoint, qui a vraiment très bien marché. A priori, aucune victime, et quelques personnes qui ont été emmenées par des ambulanciers pour contrôle à l'hôpital. On peut dire qu'on a échappé au pire en tous les cas. Aujourd'hui, les habitants jusqu'au 10e étage vont pouvoir réintégrer leur appartement. Ce n'est pas le cas des 3 derniers étages. Alors effectivement, c'est l'information qui est sortie il y a quelques minutes de la part des services d'intervention que les habitants de 0 au 10e étage pouvaient réintégrer leur appartement. Et le 11, 12, 13e fait encore l'objet de certains contrôles. Et pour le moment, ils ne sont pas accessibles aux habitants. Il y a donc certains habitants qui devront être relogés a priori. Alors en tous les cas, 3 logements visiblement, donc le logement qui a été victime du feu et celui du dessus et du dessous. Et effectivement là, il y a maintenant des discussions d'organisation par rapport au nombre de personnes à reloger exact. Et là, la commune trouvera des solutions pour loger d'une manière d'urgence les personnes qui n'ont pas de logement pour ce soir en tous les cas. Alors, honnêtement, on peut constater que l'apport de l'échelle de Lausanne, puisqu'il faut quand même dire que c'est Lausanne qui est venue, puisqu'on n'a pas une échelle assez haute dans le district. Et ça, je pense qu'il faut qu'au niveau du politique, puisque je suis municipal à Gland, il faut vraiment qu'on s'y attelle, parce que quand on en ait une dans le district, je pense que c'est évident. Donc ils sont venus au secours des pompiers de Gland et de Nyon, et à vraiment porter ses fruits. C'est vraiment un petit drame, en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts physiques sur les personnes qui ont été évacuées. Mais il semble que tout devrait bien se passer à voir dans les heures qui suivent. Et avec nous sur ce plateau, Gilles Davoine, le municipal de Gland, en charge des finances et des sports. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Un mot sur cet incendie, on a vu les images, c'est très impressionnant. Effectivement, on peut se dire ouf au vu de l'intensité et de l'importance de ce feu. Oui, alors tout à fait. On a eu de la chance, c'était très impressionnant. Et d'ailleurs, ça a encore plus impressionné les enfants qui se trouvaient dans l'école, les tuyères qui est juste en dessous. Et là, il y en a quelques-uns qui ont vraiment presque paniqué parce qu'effectivement, les flammes qui mangent comme ça la tour, c'était extrêmement impressionnant, comme on l'a dit. On a eu de la chance. Il y a effectivement, comme on l'a dit dans le reportage, le 12e étage qui a pris feu. Au 13e, les flammes sont montées. Au 11e, il y a un petit peu de problème avec l'eau nécessaire aux pompiers pour éteindre l'incendie. Il y avait un appartement qui, semble-t-il, était vide aussi, donc on a cette chance-là. Mais tout s'est finalement bien passé, puisqu'on n'a qu'une personne qui sort de l'hôpital aujourd'hui, qui était juste incommodée par la fumée, qui est la personne dans l'appartement de laquelle le feu a pris. Est-ce qu'on a des indications sur les causes de cet incendie ? Alors vraisemblablement, on n'est pas pincettes, parce que je ne veux pas dire des choses qui pourraient être fausses, et puis il y a une enquête évidemment qui est diligentée à ce propos, mais vraisemblablement c'est un pouf qui aurait pris feu, peut-être par une cigarette, quelque chose de ce style-là, mais en tout cas au 12e étage, un feu d'abord sur du mobilier, et puis comme on sait, ça peut vite dégénérer.
Plus de peur que de mal pour cet incendie, et tant mieux. Gilles Davoine, on profite de votre présence. On vous a invité tout d'abord en lien avec cet entretien que vous avez accordé à 24 heures. Effectivement, nos confrères de 24 heures sur votre vision de la ville de Gland avec ce projet phare. Je vais commencer là-dessus. C'est un rêve que vous caressez de voir un télécabine en ville de Gland. Comment arriver du rêve à la réalité ? Alors, c'est bien de préciser que c'est un rêve et peut-être pas justement un projet phare, parce que moi j'étais étonné, les réseaux sociaux ne sont pas trop emballés là-dessus, parce que quand on part télécabine, hein, ça part un petit peu partout. J'ai quand même vu qu'on me demandait si j'achetais aussi les canons à neige. Preuve que dans l'esprit des Suisses, la télécabine, c'est encore un petit peu poil et skier. Il y a des projets dans plusieurs villes, Morges par exemple, Genève notamment aussi. Il y a Morges, il y a Genève, il y a Lausanne qui avait un projet, il y a Fribourg qui en a un, ça c'est pour la Suisse, il y a Sion. Aussi. Morges, c'est intéressant parce que finalement, c'est 2000 habitants de plus seulement que Gland. Donc, on voit que ce n'est pas réservé aux grandes villes. Je sais qu'en France, il y a énormément de villes, Toulouse, Brest. Il y a 13 projets dans l'agglomération parisienne, enfin en Ile-de-France. Donc, c'est quelque chose qui, je pense qu'on peut arrêter de penser que c'est juste quelque chose de délirant et qu'effectivement, c'est juste pour aller skier. À Genève, il y a quand même eu un crédit d'études qui a été voté par le Grand Conseil. Il n'y a eu que 4 voix contre. Je veux dire, l'ensemble des partis étaient pour. Il n'y a eu que 4 voix contre ce crédit d'études. Donc on voit que c'est quelque chose qu'il faut prendre un tout petit peu plus au sérieux que ce que ça paraît au départ. Et quand vous dites il faut préciser que c'est à ce stade un rêve, est-ce qu'il faut comprendre par là que vous jetez simplement l'idée puis elle va faire son chemin, ou au contraire vous allez défendre ce projet et être proactif ? Alors pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai jeté l'idée. D'ailleurs, c'est comme ça que dans l'article, même si le titre, le journaliste est doué, puisque ça attire l'œil, et puis on se dit on va lire, et on doit lire tout l'article pour aller tout en bas sur la problématique des télécabines, enfin sur le sujet, c'est pas une problématique. Après, il y a écrit l'idée la plus folle serait, c'est ça que je dis, hein, l'idée la plus folle serait d'avoir une télécabine. Ça reste à ce stade-là encore une idée folle. C'est pas dans notre plan des investissements, c'est pas une priorité, parce que j'ai lu aussi qu'on disait on a peut-être d'autres priorités. Alors oui, je confirme, on a d'autres priorités, ça c'est sûr, mais le transport reste quand même quelque chose d'important. Et puis la télécabine, c'est quand même un moyen. Il faut bien voir que c'est un moyen qui ne dégage pas de CO2. C'est quelque chose de peu coûteux. À l'entretien également, à la fabrication, à l'entretien. C'est quelque chose qui a peu d'emprise au sol, qui est silencieux. C'est le seul moyen de transport, finalement, qu'on ne doit pas attendre. Vous attendez un bus, un tram, un métro, la télécabine, elle passe en permanence. Donc, ça a quand même plein d'avantages. Donc, on n'a pas encore cette habitude-là, mais ça a plein d'avantages. Donc, à terme, effectivement, dans notre plan de législature, on parle des télécabines. C'est pour ça que je me suis permis d'en parler aussi aux 24 heures. Parce que, à l'avenir, ça ne deviendra peut-être plus une idée si folle que ça. Gilles Davoine, les priorités, vous en parliez à l'instant, en tout cas votre démarche est d'ouvrir les vannes des investissements en ville de Gland. Ça tranche avec votre prédécesseur Daniel Collot, qui était connu pour sa gestion financière conservatrice. C'est pour vous démarquer clairement de lui, où il y a un réel besoin en termes d'investissement, et si oui, lesquels ? Quelles seront les priorités ? Alors, je ne fais pas ça pour me démarquer de mon prédécesseur, ça m'importe assez peu. C'est juste effectivement un style différent, une vision différente. Daniel Collot, qui est banquier, effectivement, avait une gestion, comme vous l'avez dit, très conservatrice, et puis on arrivait régulièrement à avoir donc une marge brute d'autofinancement qui était importante, alors qu'on a même demandé une augmentation des impôts, puis finalement, ça finissait en faisant du remboursement plus rapide, donc des amortissements qui étaient faits plus rapidement que qu'on devrait. Normalement, d'ailleurs, on ne devrait pas pouvoir le faire, puisque les amortissements, c'est quelque chose qui doit concerner uniquement le contribuable d'aujourd'hui. On ne doit pas faire payer quelque chose aujourd'hui au contribuable de demain, aux contribuables d'aujourd'hui, par contre, quelque chose qui devrait être amorti demain, puisque ce contribuable-là, il sera peut-être plus à Gland, il sera peut-être décédé, il paiera peut-être plus d'impôts, que sais-je. Donc, ce n'est pas à lui normalement de payer ça en avance. Donc, on a fait des amortissements accélérés comme cela. Moi, c'est pas mon propos. Moi, je préfère plutôt que d'amortir. On a des amortissements qui sont légaux, hein, on n'a pas le choix de toute façon, et on doit les faire. Puis le reste, je préfère effectivement les utiliser. Alors, je suis pas d'accord non plus sur le fait que j'ouvre les vannes, parce que c'est pas l'image que je veux donner. On va continuer à avoir une gestion rigoureuse, ça c'est sûr. Mais effectivement, je préfère utiliser cet argent à des projets, à de la culture, à du sport, à des infrastructures. Quel projet concret, par exemple ? Alors, on parle beaucoup de la patinoire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour la patinoire mobile, simplement, avant de parler de la vraie patinoire, je vais augmenter les crédits, je vais augmenter la durée de vie de cette patinoire en hiver, je vais faire plus d'activités et autres. Pourquoi ? Parce que c'est un des rares lieux à Gland où les gens peuvent se rencontrer. Hormis la déchetterie,
Ça, on sait, ma foi, voilà. Et puis, hormis le marché, mais le marché, c'est que l'été. Alors, la patinoire, c'est l'hiver. J'aimerais qu'il y ait plus de lieux comme ça à Gland. Donc, par exemple, là, on va investir. Alors, une patinoire fixe, ce serait, comme je le dis aussi dans le même article avec les télécabines, un rêve, mais qui sera peut-être vraiment réalité prochainement. La piscine qu'on a remis sur le tapis, mais d'autres choses. On a augmenté le budget de la culture parce que c'est aussi des éléments importants qui contribuent à l'âme d'une ville. Mais de nouveau, je n'ouvre pas les vannes et puis il y a plein d'autres choses effectivement qui sont importantes. Tout ceci sans hausse d'impôt? Alors pour l'heure, il n'y a pas de raison d'avoir une hausse d'impôt. Je vais présenter des comptes pour 2016 qui ont une marge brute d'autofinancement d'un tout petit peu moins de 5 millions avec un bénéfice de 654 000 francs. Donc ça se passe bien. Les comptes 2015, quand même ceux qui ont suivi la hausse d'impôt refusée, présentaient une marge brute d'autofinancement de 10 millions, 10 millions et demi même. Donc il y a un bénéfice de 1 franc, mais ça c'était justement au jeu comptable, des amortissements notamment. Donc il n'y a à l'heure actuelle pas de raison d'avoir une augmentation d'impôts. Et puis la gestion reste rigoureuse. J'ouvre pas les vannes en disant youpi, on va s'éclater. Et puis si jamais ça marche pas, on va augmenter les impôts. C'est vraiment pas du tout l'idée. On est en train juste de faire une gestion rigoureuse, mais de voir que c'est des choses que pour l'instant nous estimons pouvoir nous permettre. Gilles Davoine, un mot sur cette opération contre le littering qui a été lancée hier à Gland avec au marché, avec notamment ce petit objet qui est un porte-cendrier. Donc l'opération est liée aux petits objets et aux mégots de cigarettes. Alors oui, notamment, c'est anti-littering, donc c'est tous les déchets qui devraient aller dans une poubelle et qui n'y vont pas. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a ce cendrier portable là, et on aura une campagne aussi avec des marquages vers les bouches d'égout, parce qu'énormément de gens se disent que c'est bien de jeter les cigarettes dans les bouches d'égout, il ne faut surtout pas faire ça. Ça, c'est l'idée. Et puis, on aura aussi les marquages sur les poubelles et une communication par rapport à ça. Gilles Davoine, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. On reste à Gland avec le plus grand data center de Suisse qui se trouve à Gland donc, et la société SafeHost nous a ouvert les portes de ce lieu hors norme dédié à la sécurité informatique. Visite des lieux en compagnie de Rodolphe Heller. On est sur le toit du plus grand data center de Suisse. On est à Gland, on est sur le toit. On ne se rend pas bien compte, mais on a plus de 30 mètres d'altitude. On est chez vous, Gérard Sikas, vous êtes le directeur de la société SafeHost. Et puis ça, c'est une prouesse que d'avoir construit ce bâtiment ici à Gland. Oui, alors c'est une prouesse, mais c'est une persévérance et c'est l'enthousiasme. Et on a été ravis de choisir Gland. Une commune qui est entre Lausanne et Genève, au bord du Jura, au bord du lac. Et puis nous, on est dans ce métier depuis plus de 15 ans. Il nous fallait un data center dans le canton de Vaud. Voilà, on y est, bien qu'on ait un autre à Avanches, mais là, c'est un data center que nous avons élaboré de A à Z. Alors Gérard Sikas, quelques chiffres très impressionnants, 14 000 mètres carrés à la fin, donc c'est un bâtiment qui va se développer en plusieurs étapes sur 8 ans, ça vous a coûté 150 millions de francs environ. Ça va se développer, comme je vous ai dit, en plusieurs étapes, c'est 14 000 mètres carrés, mais ce sont des étapes qui se feront par 2 000 mètres carrés par chaque étape. Et chaque étape risque d'être entre 18 à 20 mois. Donc, en finalité, on aura les 14 000 mètres carrés. Mais là, on a construit le gros œuvre en une seule fois. Et puis, pour construire un data center, en général, on doit compter 10 à 12 000 francs le mètre. Gérard Sikas, il y aura des serveurs informatiques, beaucoup, on va pouvoir stocker nos données. C'est quelque chose qui dégage beaucoup de chaleur. Alors, il faut justement pouvoir refroidir tout ça. Expliquez-nous justement ce que c'est que ceci. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des aérofroidisseurs adiabatiques. Ce qu'on essaie d'utiliser, c'est quand l'air chaud et sec traverse un filet d'eau, il provoque l'évaporation. La chaleur nécessaire à la vaporisation d'eau étant extraite de l'air, celui-ci est refroidi. Donc, vous voyez ici, on va envoyer des filets d'eau sur ces filtres et ça va utiliser l'air chaud pour justement refroidir avec des tuyaux qu'on ne voit pas ici, pour refroidir, pour pouvoir optimiser. Donc, ce sont des aérofroidisseurs adiabatiques qu'on utilisera avec de l'eau pour optimiser l'utilisation de l'énergie.
Gérard Sikias, on est là dans une de ces salles d'entreposage de ces armoires informatiques. Alors, on précise tout de suite que celle-ci n'est pas encore aménagée, mais c'est là qu'on va trouver tous les serveurs. Oui, c'est là, une fois que cette salle, qui est presque de 900 mètres carrés, donc il y a 1800 mètres carrés par étage, une fois que cette salle est aménageable, vous allez avoir des armoires de froid et il y aura des baies de rack pour mettre les serveurs. À vos clients, vous garantissez qu'il n'y aura jamais de panne. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on leur garantit, tout est en redondance. Tout ce qu'on construit est en N+E. Que ce soit d'abord en cas de coupure électrique, on a les onduleurs qui prennent le relais et puis on a les génératrices qui prennent le relais. Donc on leur garantit sans coupure. Et puis si on a une coupure, on est pénalisé. Gérard Sikias, une dernière question. On parle beaucoup de cyberattaques en ce moment. Est-ce que c'est le rôle de votre entreprise de garantir des protections contre les cyberattaques? Non, on garantit la protection physique, on garantit la protection de connectivité, mais les cyberattaques, c'est le problème des clients. Les clients doivent eux-mêmes œuvrer à avoir les pare-feux nécessaires pour éviter les cyberattaques. On essaye, pour certains clients, on leur fournit ce genre de service, mais en principe, pour les grands clients, c'est eux qui doivent avoir ce service. Voilà, Gérard Sikias, merci. Vous l'aurez compris, c'est donc un grand coffre-fort numérique qui se trouve ici à Gland. Il va se développer sur plusieurs années. Et puis cette semaine, c'est la grande inauguration. Et c'est effectivement un instant très important pour la ville de Gland, comme pour les entrepreneurs. Le Centre de compétences en cyber-administration LegalGov Innovation Center organise une rencontre citoyenne sur le thème de la protection des données. Ce sera mardi prochain, le 23 mai. Avec nous, Rémi Tsaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ce centre de compétences. Qu'est-ce que c'est que ce centre de compétences? À quoi il sert? Alors, au même titre que les entreprises privées qui développent des services digitaux à destination de leurs clients, les administrations publiques, que sont les communes, mais les institutions publiques, parapubliques, se doivent de développer de nouveaux services pour simplifier la vie notamment des citoyens et de l'économie. Et LegalGov Innovation Center est une association qui a été créée avec les hautes écoles, les cantons, dans le but de faire la promotion finalement de ces services, de les aider, de les accompagner par de la formation, par des événements, par de la veille technologique, par des projets de recherche, de conseil, pour favoriser le développement de ces services. Alors on le voit, on l'a vu avec le reportage tout à l'heure sur ce data center à Gland. La Suisse se profile comme étant un acteur très important de la protection justement des données physiques. C'est une bonne chose? C'est une excellente chose. Je pense qu'effectivement, on a un potentiel en Suisse de pouvoir devenir le coffre-fort, quelque part, des données dans une dimension internationale, de par notre histoire, notre culture de la discrétion, de la sécurité, de par la qualité de nos infrastructures, de par la qualité de nos hautes écoles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour la Suisse de se profiler finalement dans ce type de service à valeur ajoutée. Au niveau de la protection des données, on a un certain nombre de mesures qui sont présentées. Alors on connaît par exemple déjà des puces qu'on peut mettre sous la peau, qui peut servir à certains commerçants par exemple. On a appris dernièrement qu'il y avait des assureurs maladie qui envisageaient de proposer des bracelets qui allaient enregistrer l'activité physique avec à la clé une baisse des primes maladie. Oui. Bonne idée ou fausse bonne idée? Je pense qu'en tout cas, c'est un vrai projet, une vraie question de société à laquelle je ne peux peut-être pas répondre comme ça directement. La question, elle mérite d'être posée. La question, elle se pose finalement entre un juste équilibre entre la protection des données privées, ce droit à l'intimité finalement qu'on a dans la vie réelle, quotidienne, chez soi, avec une porte, des rideaux, et qu'on doit potentiellement retrouver sur Internet. Et puis, d'un autre côté, finalement, ces possibilités d'innovation qui nous sont offertes, qui apportent de nouveaux services, de nouveaux usages, qui servent la population, la capacité d'innovation pour notre économie, les startups qui ont la possibilité de développer de nouveaux modèles d'affaires, et puis tout ce que ça peut effectivement encourager en termes d'évolution sociétale. Vous parlez de la santé. Si capturer les informations de santé des gens, ça peut permettre de définir ou d'identifier des comportements qui vont permettre de mieux cerner certaines pathologies et d'améliorer la santé des gens, ou si le fait de capter la position, de géolocaliser tout le monde, ça permet d'optimiser la gestion des transports, je pense que dans ce sens-là, ce type
d'approche finalement de captation et d'utilisation de ces données, big data, open data, c'est une véritable opportunité d'innovation. À l'inverse, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention. Il faut protéger la sphère privée des gens, la sphère privée des mineurs. Enfin, il y a un vrai débat de société à avoir. Rémi Tsood, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous disent on peut me surveiller autant qu'on veut, je m'en fiche, j'ai rien à cacher? Je pense que c'est vrai pour la majeure partie des gens. Encore une fois, tout est question de l'utilisation qui est faite de ces données. Lorsque vous exposez vos données sur Internet, vous le faites dans un contexte, peut-être pour faire état d'un souvenir vis-à-vis de vos amis, etc. La question, c'est qu'à partir du moment où c'est utilisé pour vous profiler et vous utilisez ces données à d'autres fins, il faut que vous puissiez rester maître de ces données, savoir comment elles sont utilisées et faire en sorte qu'elles ne soient pas utilisées à de mauvais desseins. Alors justement, quel conseil de base on peut donner pour s'assurer un minimum de protection? Je pense qu'il y a d'abord un cadre législatif qui est en place, qui va évoluer. La législation européenne, elle a évolué, elle sera appliquée dès le printemps prochain. La législation suisse est également amenée à évoluer, elle est également en consultation aujourd'hui. Elle va donner beaucoup plus de droits à tout un chacun de contrôler ces données et de savoir dans quel but elles sont utilisées. Et ensuite, effectivement, il y a la responsabilité individuelle de chacun, de savoir ce qu'on publie, pourquoi on le publie, dans quel contexte. Et je pense qu'il y a quand même effectivement un vrai projet de société derrière pour savoir comment c'est utilisé et quelles limites on fixe à tout ça. Parce que il y a des déportements qui sont graves. Vous avez vu la condamnation récente de Facebook. Une utilisation, on est dans un système aujourd'hui où les gens sont profilés et ensuite alimentés par des courants de pensée qui les renforcent dans certaines positions. Les gens sont le nez dans leur smartphone tous les jours, ne lisent plus que les titres, ne sont plus, à moins qu'ils aillent chercher, impactés par d'autres courants de pensée. Et ça favorise des situations où on pousse l'extrémisme et on est dans des situations où la société finalement vit des déviances avec des fake news, avec tous ces éléments déviants. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, il faut que les gens en soient conscients. Rémi Tsood, président du Centre de compétences eGov Innovation Center, qui organise, donc c'est ce mardi 23 mai à Nyon, 17h30, à la ferme Le Manoir, une rencontre citoyenne avec la présence du préposé fédéral suppléant à la protection des données et de la transparence. De quoi est-ce que c'est un échange finalement avant tout? C'est un échange. Donc, dans le cadre des associations, on co-organise ça avec le CLUSIS, l'association sur la sécurité des systèmes d'information. Et nous organisons régulièrement toutes sortes d'événements dans lesquels tous nos spécialistes se frottent le ventre, étant convaincus qu'on est dans la bonne direction. Là, l'objectif de ces meet-up, finalement, c'est d'aller à la rencontre de la population pour échanger avec eux, leur expliquer quels sont les enjeux de la protection des données, les écouter aussi sur leurs attentes et parler à des parents d'élèves, parler à des profs, à des patrons de PME, à des élus politiques potentiellement, et échanger avec la société civile sur ces enjeux qui sont des vrais enjeux de société importants. Le rendez-vous est pris pour mardi, Rémi Tsood. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moins pire que prévu, selon les propres termes du chef des finances de la ville de Nyon. Les comptes de la commune affichent en effet un résultat équilibré pour l'exercice 2016. Florian Cavalleri. La ville de Nyon a dévoilé les comptes communaux et la gestion de l'exercice 2016 et malgré un déficit prévu de 6 millions, les comptes sont à l'équilibre. Oui, effectivement, c'est moins pire que prévu, à savoir nous bouclons à l'équilibre cette année encore, une fois de plus, dira probablement le conseil communal, mais c'est quand même nettement moins bien que les autres années puisque nous avons provisionné la péréquation, mais ce n'est pas l'entier du rétroactif que nous allons payer pour 2016. Alors la péréquation, on va y revenir, mais tout d'abord parlons des investissements effectués en 2016. C'est un montant qui représente 59 millions de francs. Oui, investissement exceptionnel pour une année, je dirais exceptionnelle. Probablement que l'année prochaine, ça sera un peu moins. Nous sommes en train de faire la grosse partie de la planification scolaire, à savoir l'école du Couchon et l'école du Cossy. Donc 59 millions investis en 2016 et 59 millions, ça passe soit par l'emprunt, soit par la marge d'autofinancement pour financer ces projets. Tout à fait juste, 17,9 millions pour la marge d'autofinancement et puis le reste, augmentation de la dette à peu près de 43 millions pour payer ces investissements.
Alors la péréquation, on y revient, la péréquation qui continue de jouer des tours dans l'élaboration et dans les comptes communaux. Oui, je crois qu'elle joue des tours à peu près à toutes les villes, hein, si ce n'est les quelques-unes qui reçoivent, comme grandes villes. Mais en tout cas, Nyon, Vevey, je ne sais pas, mais Montreux, ça nous joue des tours. Puy aussi, par exemple, qui est le plus gros contributeur, elle nous joue des tours. Et je pense que, gentiment, on atteint la limite du système. C'est en tout cas ce que le municipal des finances et le syndic pensent. Alors c'est un coup de gueule de la ville de Nyon, carrément, contre cette péréquation. Oui, un petit tableau qui résume le tout, ou en tout cas 2 chiffres qui résument le tout. En 4 ans, 2013, 2014, 2015 et 2016, 10,8 millions d'augmentation de recettes fiscales. Et il nous manque à peu près 60 000 francs, c'est-à-dire c'est 10,720 000 francs de péréquation en plus. Alors trouver le système inadéquat, c'est bien, s'élever contre aussi, mais quelles sont les solutions que vous proposeriez ? Une refonte de la péréquation, probablement l'adjonction, c'est en tout cas une des pistes que nous voyons, le syndic et moi, d'une nouvelle couche thématique ou 2 nouvelles couches thématiques, par exemple une couche thématique sur les écoles. Et vous êtes suivi par l'ensemble des communes du district de Nyon ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, on n'a pas regardé encore avec ces communes. Je pense qu'elles sont aussi touchées avec les associations pour les écoles, par exemple, mais est-ce qu'elles nous suivront, ça c'est une autre chose. La ville de Nyon souhaite vendre une parcelle communale d'environ 1000 mètres carrés à la société d'assurance mobilière, une manière de s'assurer de la présence à long terme d'un important employeur. Florian Cavalleri. C'est une petite parcelle communale d'un peu moins de 1000 mètres carrés. Actuellement, c'est du domaine public puisqu'elle est utilisée pour un alignement de la route de Divonne, mais qui n'a plus lieu d'être. Et on souhaite dans un premier temps la passer dans le domaine privé communal pour ensuite la vendre à la mobilière puisqu'elle est propriétaire de la parcelle voisine où elle a un immeuble des années 60 qu'elle souhaite rénover. Et dans ce but-là, elle acquérirait notre parcelle pour augmenter un petit peu les droits à bâtir sur sa parcelle. Quel est le bénéfice que retirera la ville de Nyon ? Alors il y en a 2, parce que la première elle est au niveau des droits à bâtir, puisqu'en fait on augmente le nombre d'appartements en ville de Nyon, d'à peu près 6 appartements et de 17 personnes, habitants. Donc ça va dans le sens de la politique de logement de la ville de Nyon, tout en conservant des loyers modérés, puisqu'elle est dans le cadre de la loi sur la LDTR. Et puis le deuxième avantage, c'est qu'on retire un prix qui est substantiel d'1 170 000 pour une parcelle telle que celle-là, qui est vraiment bien pour la commune, puisqu'en fait cette parcelle-là n'a entre guillemets aucune autre valeur marchande pour l'immobilier, mis à part pour la mobilière. Alors c'est une petite entorse à la politique municipale de la ville de Nyon qui a plutôt tendance à vouloir acquérir justement des parcelles. Oui, en général, la ville de Nyon préfère garder ses parcelles ou acquérir des parcelles pour autant que ce soit des parcelles stratégiques. Dans ce cadre-là, en fait, comme je le répète, c'est une petite parcelle de moins de 1000 mètres carrés. Et puis je pense qu'à 1200 francs de mètre carré, c'est une belle opération qui permettra justement de pouvoir réinvestir éventuellement dans d'autres parcelles communales à l'achat cette fois-ci. Les écoles vaudoises, comme celle de Genève, s'engagent contre l'homophobie et la transphobie. Vaud et Genève s'allient donc pour proposer un événement présentant des projets menés dans les différentes écoles. On retrouve Florian Cavalleri. C'est une journée qui vise à mettre en œuvre des actions de prévention de l'homophobie, sensibilisation à la prévention contre l'homophobie et la transphobie. Il y a 20 ans, on était plutôt contre le racisme. Aujourd'hui, on est contre l'homophobie et la transphobie. C'est un changement de société. C'est des aspects qui ont toujours existé. Maintenant, il y a une conscience qui est arrivée jusque dans les écoles, dans les classes, qui va avec des aspects de prévention plus généraux, de respect de la diversité, de respect des différences, afin que chaque élève, fille ou garçon, puisse se sentir bien à l'école et puisse apprendre dans un climat serein et en sécurité. Alors aujourd'hui, on en discute à Terre Sainte. Qui se réunit et pourquoi ? Oui, alors c'est un projet conjoint entre les cantons de Vaud et de Genève. Notre souhait était de pouvoir proposer des présentations de projets qui sont menés ou qui ont été menés dans des écoles, tant de la scolarité obligatoire que post-obligatoire dans les 2 cantons. Donc en fait, c'est des équipes, des établissements scolaires vaudois et genevois qui viennent présenter des projets qu'ils ont menés à des collègues professionnels de l'enseignement professionnel des écoles ou personnes intéressées. Au total, ce sont 17 projets. Par l'exemple, un projet qui illustre bien le travail que vous faites.
Alors c'est même plus que 17 projets qu'on va pouvoir présenter aujourd'hui. Par exemple, il y a toutes sortes de projets, toutes sortes d'approches différentes. Il y a des projets qui sont amenés par des élèves qui ont sollicité leurs enseignants, les équipes dans les écoles et qui ont souhaité mettre sur pied des projets. Donc ça peut être des créations artistiques par exemple. Il y a d'autres projets qui sont plutôt mis en place à la base par des établissements qui souhaitent faire de la prévention, se sensibiliser, se former sur ces questions-là. Et ça va être par exemple des projets où on va faire venir une experte pour sensibiliser les professionnels de l'école. Après, on a eu toutes sortes de projets, c'est des créations artistiques, des débats autour de films par exemple, ou des débats en classe. Voilà, toutes sortes de projets qui seront présentés cet après-midi, une grande richesse et un échange qui sera certainement très intéressant. C'est une opération conjointe menée par les cantons de Vaud et de Genève. Pourquoi cette intercantonalité ? Alors voilà, je crois qu'on est très heureuse de travailler ensemble parce qu'on se rend compte qu'il y a des points forts et des points faibles dans les deux cantons. Et en s'unissant, on arrive à en travailler de manière cordiale et rigoureuse. On arrive à renforcer chacun ces thématiques, à améliorer les dispositifs et on apprend bien les uns des autres. Concrètement, les responsables d'établissement, ils peuvent lutter comment contre l'homophobie ? Est-ce qu'ils peuvent agir ? Alors, ils peuvent agir, mais souvent, ils sont sous pression parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Donc nous, notre rôle, c'est de stimuler leur intérêt pour ces questions, d'attirer leur attention sur le fait qu'il y a des malheurs, parfois même du désespoir et des ruptures scolaires dans leur établissement. Et c'est de les aider en amenant des projets, on va dire, clés en main ou de manière participative avec leurs équipes d'enseignants. Ça dépend, c'est variable. Et quant aux élèves, comment ils peuvent accompagner leurs camarades homosexuels ou transgenres ? Alors on est très surpris par la très forte créativité des jeunes qui ont envie d'avancer sur ces questions. On les sent tout à fait impliqués et ils nous proposent souvent des projets magnifiques et on les aide, on les encadre, on les accompagne selon le degré de finalisation de leur projet. Mais c'est une grande force de proposition. Les jeunes sont une magnifique force de proposition. Partager la passion de la voile à toute personne en situation de handicap. Je vous en parlais dans les titres. Eh bien, c'est la raison d'être de l'association suisse Disability Sailing. Et nous recevons Niki Mettler, membre de cette association. Bonjour. Bonjour. Vous organisez dès aujourd'hui et jusqu'à samedi 20 mai à Prangin, la 3e édition des voiles ouvertes. Je le disais, tout type de handicap. On parle de handicap physique, sensoriel ou mental. Et c'est pour tout âge. On se dit de prime abord, lier le handicap à la voile, ça ne semble pas évident. De prime abord, c'est vrai, et c'est pour ça que cette association a été fondée il y a plus de 20 ans, parce que embarquer sur un bateau standard, c'est quelque chose qui est parfois impossible, voire compliqué. Et puis après, une fois, si on a pu embarquer, d'être après sur le bateau et de pouvoir participer aux manœuvres, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Le bateau, il gîte, il faut se déplacer, il faut aller tirer une corde ici, prendre la barre. Donc oui, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais faisable. Faisable avec notre association parce qu'on a des bateaux adaptés, des bateaux spéciaux qui sont des Neo 495, qui sont des petits voiliers avec quilles qui ne peuvent pas chavirer et sur lesquels on peut embarquer à deux. On est assis l'un à côté de l'autre. Et une fois qu'on est assis dans le bateau, il n'y a plus besoin de se déplacer. Tout est accessible depuis la place assise, donc autant la barre, les cordages. Et on peut manœuvrer le bateau comme ça. Je le disais, c'est la 3e édition de ces voiles ouvertes. Qu'est-ce qu'on ressent, comme vous, par exemple, quand on est avec ces gens, ces enfants, mais c'est des personnes plus âgées aussi, justement, qui participent. Qu'est-ce que l'on ressent ? Alors, on ressent en fait le plaisir de pouvoir partager une passion, parce que tous les membres de l'association sont des navigateurs à la base, des passionnés. Et puis, c'est pouvoir partager notre passion avec des personnes qui n'auraient pas autrement accès à cette possibilité. Et puis, c'est de voir aussi le plaisir que ressentent les participants et le retour qu'ils nous font. On sent qu'ils peuvent vivre quelque chose de particulier. Et puis, c'est un bonheur de pouvoir partager ça avec eux. Et des étoiles plein les yeux, j'imagine. Ouais. Évidemment. On ne s'en doute pas forcément non plus, mais il y a des compétitions qui sont organisées. La dernière, c'était à Zoug, en septembre 2016. Voilà, c'était le championnat suisse qui était uniquement pour les personnes en situation de handicap. Parfois, on peut être valide et handicap sur un même bateau. Et donc oui, il y a des compétitions. Notre association participe à des compétitions aussi. Donc en fait, on a vraiment, comme dans tout club, possibilité de naviguer en loisir, en compétition.
On peut venir naviguer toutes les semaines pour apprendre la voile ou alors venir ponctuellement pour le plaisir, en individuel ou en groupe, selon les envies. Et quelques chiffres sur l'an dernier, 2016, l'association a permis à 250 personnes d'embarquer sur votre bateau, dont 70 uniquement lors de la dernière édition des voiles ouvertes. Et les voiles ouvertes, donc, je le disais, c'est aujourd'hui 18 mai jusqu'à samedi 20 mai. À Prongin, on peut venir directement vous voir sur place? Alors, c'est sur inscription, parce que si tout le monde vient en même temps, on a 4 bateaux à disposition. Donc, si tout le monde vient en même temps, il y aurait de l'attente. Donc, l'idée, c'est de s'inscrire pour une petite sortie de 3/4 d'heure, pour découvrir déjà, se faire une idée de ce qu'on propose, de nos activités. L'idée étant de nous faire connaître et de montrer qu'on existe et qu'on navigue tout au long de l'été. Cette manifestation, on est soutenu par le Rotary Club de Lausanne-Rive, qui nous permet de la mettre en place et d'avoir aussi le monde nécessaire pour accueillir ces plus de 70 personnes. Et précision utile, c'est gratuit pour les participants. Oui. Toutes les infos sur le site handivoile.ch pour les informations et les inscriptions sur ce site internet, 18 au 20 mai à Prongin. Merci beaucoup, Niki Mettler, et bon vent. On les appelle les ferrovipates, des passionnés de modélisme qu'Andrea Braslopo a rencontrés chez eux en pleine préparation de la 3e édition de Transrive Expo. Donc c'est comme ça que ça s'utilise, le rêve de gosse, quoi. Hein. Donc assis sur son camion, la main sur le volant, et c'est parti pour des longs voyages. Hein. Ils sont très longs du fait qu'on roule qu'à 3 km/h. On va pas loin, mais ça dure longtemps. Un voyage qui dure, ou plutôt, chose rare, un amour éternel. Celui de Jean-Pierre tombé dans le monde du modélisme à l'âge de 4 ans. Sous le sapin de Noël, il y avait le premier train électrique, le petit rond qui tournait autour du sapin de Noël. C'était tellement génial, je me suis retrouvé à l'hôpital avec plus de 42 de fièvre, hyper excité après mon jouet. Et voilà, depuis l'âge de 4 ans, j'y suis, donc je ne fais que ça. Modélisme, avion, train, hélicoptère, voiture, bateau, enfin, je suis vraiment fan de modélisme au sens large du terme. À tel point que? À tel point qu'il me faut 2 maisons pour remplir toute la place que j'ai besoin pour remplir avec tous mes modèles, y compris, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le jardin où je construis mon réseau. Là, ça commence bien. Hein. Ça, c'est le vestisier, l'aiguille qui était pas en place, voilà. Le défi, faire toujours plus compliqué, mais aussi se renouveler. La volonté des clubs ou des passionnés comme nous sommes, c'est au travers d'expositions, de montrer ces objets, d'expliquer qu'il y a une partie de fabrication où on travaille du bois, enfin un travail manuel. Ensuite, on les intègre à l'informatique. Donc il y a vraiment un processus. Je travaille avec mes mains, ensuite j'adapte et je réfléchis également pour faire fonctionner ces modèles. Donc c'est très polyvalent, ça passe d'une application manuelle à une application informatique. J'imagine que quand on a une telle passion et qu'on est en pleine construction, c'est difficile de savoir s'arrêter. Exactement. Donc une fois qu'on a le réseau qui fonctionne bien, on a envie d'avoir du matériel roulant, qui correspond alors majoritairement à ses rêves d'enfant, ou en tout cas des aspirations qui plaisent dans le modélisme. Pour ma part, j'adore le matériel suisse, principalement du Gotthard. Donc j'ai 1 ou 2 locomotives du Gotthard, mais j'ai pas tous les wagons, donc je construis des wagons moi-même, dans le but de compléter ces compositions historiques. Des compositions étudiées dans le moindre détail pour reproduire au mieux la réalité. Puisqu'on a toujours des gens très cultivés, très riches en bibliographie, qui peuvent vous dire « Ah, mais la poignée, elle n'était pas comme ça, elle était pliée dans ce sens-là ». Donc, pour éviter ce genre d'écueil, c'est beaucoup de recherche, de documentation, qui bien sûr date. On travaille sur des photos historiques, notamment du musée des chemins de fer à Lucerne. Du côté de Gland, un autre passionné, Stéphane. Il s'agit d'une reproduction à l'échelle 1/22 d'une locomotive qui circule sur le chemin de fer musée Bleunet-Chambly. Voici une pièce, environ 3,5 kg la loque. Comment est-ce que vous êtes tombé dans le monde du modélisme? Dans le monde du modélisme, tout petit, par mon père qui avait réalisé une maquette
quand nous habitions du côté de Puydou. Et puis par la suite, tout ça a à chaque fois été refait ou suivi. Des pièces qui pèsent plutôt lourd. Énorme. Énorme. La valeur sentimentale qui est inestimable. Et pour, disons que les loques sont aux environs de 7 à 800 francs, suivant les modèles. Heureusement que quand on aime, on ne compte pas. Avis aux amateurs, puisque la 3e édition de Transrive Expo se déroulera à Nyon, à la salle communale de Pertan, le samedi 20 et dimanche 21 mai. Il y a toujours un petit truc qui nous reste, qui a passé à côté quand on est en salle, donc il faut avoir fait le maximum avant. En bref, sachez que les transports publics seront gratuits ce samedi 20 mai dans le cadre de la fête de la nature, gratuit pour accéder au parc Jura-Vaudois et au col du Marché-Rue, du Melon-de-Rue et de la Givrine. Et on termine sur cette bonne nouvelle. Ils sont nés dans la nuit du 11 au 12 mai au zoo de la Garenne. Ce sont 2 petits bébés lynx, comme vous le voyez à l'image, au moins 2. Leur nombre exact est encore à déterminer puisqu'ils restent bien cachés dans la paille et dans la fourrure de leur mère. Kira, c'est d'ailleurs la première portée de Kira qui provient d'un parc zoologique anglais. Elle avait rejoint un mâle du même âge issu d'un parc polonais. Cette fois-ci, le couple a d'ailleurs permis à la Garenne d'intégrer le réseau européen qui permet la reproduction et la conservation de leurs sous-espèces. Ah oui, c'est tout mignon. Merci beaucoup pour votre fidélité. On arrive au terme de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À tout bientôt.